Allez, place aux réactions, interrogations. Julie, profitez-en pour glisser subrepticement ce que vous n'avez pas pu dire tout à l'heure. Mais auparavant, monsieur, qui a levé le bras. Oui, donc Pierre, secrétaire de France Volontaire. Moi, c'était plus un complément pour participer au lancement de nos 2 jours. Et en m'inspirant un peu de l'approche historique de ce matin, il me semble qu'il y a aussi tout un pan des IPSI qui ont structuré des formes institutionnalisées de coopération. Je pense notamment à la trajectoire des jumelages coopération qui ont structuré sur l'axe franco-africain francophone le socle de la coopération décentralisée qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a un peu tendance, je trouve, à considérer les IPSI comme... D'ailleurs, je pense que ça s'approche à une certaine manière de voir les volontaires aujourd'hui, comme des petites choses sympathiques, je caricature c'est pour provoquer et lancer le débat, qu'il serait bon d'accompagner. Voilà. Jean-Christophe a rappelé l'importance des petites choses qui grossissent, qui prennent une taille critique. Donc je complète cette idée en disant qu'il faut d'autant plus prêter attention à ces dynamiques-là, qu'elles sont structurantes, mais pas seulement en termes de taille. Elles structurent, elles institutionnalisent des idées, des manières de faire, des manières de voir, et c'est historiquement important de le rappeler. Voilà. Et d'innovation, beaucoup. Bien sûr. Voilà. Et du coup, ma deuxième question, et je passe évidemment le micro, qui est une question pareille pour nos 2 jours et au-delà, c'est accompagner, mais vers où? Voilà. Qui me semble être systématiquement un petit peu oublié. Voilà, on veut accompagner, mais vers quoi et vers où? Et je pense que c'est une question qu'il faut réinterroger à l'aune des problématiques d'aujourd'hui pour ne pas professionnaliser ou hyper-professionnaliser l'accompagnement sans savoir vers où on veut aller. En patience, on va peut-être prendre quelques questions, surtout si elles vont dans le même sens. Pendant que le micro vous parvient, je trouvais intéressant ce que vous disiez. Il y a une analogie à faire avec l'économie sociale et solidaire qui a fait naître des petites initiatives qui sont devenues très grandes. Monsieur? Merci. André Geffroy de l'AFDI. Moi, je voulais souligner l'expérience de Maxime, et je trouve qu'il y a dans cette expérience-là, comme dans beaucoup d'autres, d'abord un parcours initiatique. Le parcours initiatique où chacun fait son apprentissage, et à partir de son apprentissage, essaye d'en tirer des leçons et des instructions et des instruments pour beaucoup d'autres. Et je trouve que c'est important, mais il y a d'abord cette découverte, soit individuelle ou quelquefois un peu collective, et par laquelle on est tous un jour ou l'autre passés. Monsieur. Oui, bonjour, Nicolas Laurent, Ingénieurs sans frontières. Moi, j'avais une question, un petit complément qu'on aurait pu attendre sur l'intervenant de la guide, le directeur de la guide, et peut-être à Julie, la chercheuse aussi. La présentation des IPSI, on a une image un petit peu statique, entre guillemets, alors que sur la première partie, on avait un peu travaillé sur la question de l'évolution des motivations ou l'évolution du volontariat. Est-ce qu'ils ont un petit peu d'éléments pour nous dire est-ce que ça évolue, c'est-à-dire dans les motivations, dans les formes, et qu'est-ce qu'ils constatent, et en réaction aussi à la question de Pierre, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Est-ce que déjà ils ont des tendances un petit peu d'évolution voilà. Tout à fait. Au-delà de la cartographie, voilà. Tout à fait. Ça, c'est pour Julie, et vous-même. On fait une halte, on les écoute. Julie, vous êtes sollicité. Jean-Christophe, d'abord. Oui. Alors, pour aller où? C'est une vraie question. On a une partie de la réponse dans la définition qu'on a voulu donner d'un micro-projet. Bien sûr, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un micro-projet? Au-delà des aspects financiers, le sujet n'est pas là. Et on l'a défini en disant que c'est une action qui cherche à répondre aux besoins de base des populations en développement. Donc on va vers la réponse aux besoins de base des populations en développement en vue de l'autonomie des populations bénéficiaires, avec d'autres éléments qui sont notamment le partenariat équilibré, un point essentiel dans ce schéma, et dans le respect des politiques sectorielles et des us et coutumes, donc de l'interculturel. C'est vers ça qu'on va, vers l'autonomie des populations bénéficiaires. On est des ONG de développement. Nos petits porteurs de projets sont dans un cadre de développement local,
de développement économique dans le but d'avoir une autonomisation des populations. Et du coup, peut-être l'autre question, que deviennent ces associations ? Alors, justement, quand on sort les chiffres, on arrive à 30 000 associations, mais 30 000 associations enregistrées au journal officiel, 30 000 associations réellement en activité encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on le sait ? Voilà. Donc, quelle est l'évolution, effectivement, le moteur des associations qui sont déclarées, qui sont ouvertes, qui n'ont pas été fermées, mais est-ce qu'elles sont encore actives ? Il y a quand même de nombreuses associations qui fonctionnent avec un budget d'inférieur à 10 000 € par an. Donc, effectivement, quelle est leur activité réelle ? Donc, moi, j'évoquais qu'on en avait 7000 là dans notre base de données, où on voit que ça évolue, ça bouge, et il y a du mouvement. L'image, donc il y a effectivement un effet dynamique. Comment est-ce qu'on peut le déceler ? Ça a été avec cette nouvelle enveloppe financière que nous avons maintenant sur ce travail sur les micro-projets, la création l'année dernière seulement de l'Observatoire des micro-projets. Donc l'Observatoire, il a 1 an, et donc on est en train de faire ce travail de déceler ce qui s'est passé il y a quelques années. Alors, on a des success stories, on a des exemples, mais on n'est pas encore allé au bout de la démarche, donc c'est un élément prospectif, je pense. Julie Gaudin, et ensuite Maxime, s'il le voudra bien, nous dira s'il se retrouve dans cette idée de parcours initiatique. Mais auparavant, Julie Gaudin. Oui, alors je suis d'accord donc, sur l'image statique. Donc c'est vrai que là, moi, j'ai donné plutôt une vision de ce que j'observais à l'heure actuelle. C'est assez difficile, enfin, en tout cas de mon côté, de voir voilà, sur les années, est-ce que les IPSI d'aujourd'hui, les IPSI d'hier, voilà, les frontières ne sont pas effectivement aussi rigides. Par contre, ce qui est intéressant, en tout cas dans le cadre de la comparaison, moi je le fais entre la Belgique et la France, c'est cette impression, en tout cas, là je suis en train d'étudier les matériaux, donc je livre un peu, voilà. Mais donc en fait, ce qui se passe en Belgique, c'est qu'on a on a une élite associative en fait. Donc on a un agrément qui est accordé à une centaine d'ONG qui sont les seuls à avoir accès aux financements publics, qu'ils soient nationaux, fédéraux ou régionaux. Et à côté de ça, on a plus de 1000 petites associations qui gravitent et qui se débrouillent, donc qui n'ont accès à aucun financement à part ceux de quelques fondations. Et un encadrement beaucoup moins poussé que ce qu'on observe en France à travers les réseaux régionaux ou les dispositifs spécifiques qui ont été mis en place, comme en Nord-Pas-de-Calais, avec Agir à l'international. Et donc, tout ça pour dire que, en Belgique, en tout cas, ces IPSI, en étant très peu au contact finalement des acteurs plus institutionnels, on voit que ça a vraiment du mal en fait à évoluer. Et au niveau de la structure d'appui, par exemple, en région wallonne, les animateurs de cette cellule se plaignent un peu quelque part d'avoir l'impression de toujours devoir recommencer le même travail. Donc on a des initiatives qui, je veux dire, les initiatives en tant que telles évoluent bien évidemment, parce que j'aimais bien cette idée de parcours initiatique. Moi je parlais aussi d'autodidaxie, donc cette idée d'essai-erreur. Et donc effectivement, sur les initiatives en tant que telles, on a une évolution des pratiques qui, au fil des années, s'observent très clairement. Après, sur l'image générale des IPSI, ce qu'elles étaient il y a 10 ans, ce qu'elles sont aujourd'hui, là c'est plus compliqué et ça dépend des contextes. Je profite que vous ayez le micro avant d'entendre Maxime et on clorera cette séquence. Mais de IPSI à Epsilon, à mon sens, il n'y a qu'un pas. Est-ce que c'était délibéré dans le choix de cet acronyme d'IPSI ? Ah non. Bon, voilà, d'accord. Je ferme la parenthèse. Maxime, qui pourrait avoir pour cette séquence-là le mot de la fin, sauf s'il y a des interrogations brûlantes, sur le parcours initiatique. Je vais revenir d'abord sur les propos, sur le devenir des IPSI, qui est un peu le propos précédent. Le problème, c'est mon avis, un problème actuellement, c'est pas forcément un problème, c'est que ces petites structures, ces petites associations, elles naissent d'un projet. Elles sont créées parce qu'il y a un projet. Et ce qui est difficile pour ces structures, c'est d'avoir le recul nécessaire pour dire quelle est notre identité, pour se détacher de ce projet, pour rester quand même impliqué dans le projet, mais pour vraiment que l'association, la structure, se pose les questions, fasse une introspection, se dise quelle est notre identité pour pouvoir prendre de recul sur ce projet. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a de nombreuses structures qui disparaissent quand le projet est finalisé, parce qu'il n'y a pas eu ce recul-là sur l'identité de la structure. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de transition qui peut être faite pour un second projet, pour amener un second projet, et pour transmettre les connaissances qui ont été acquises dans l'élaboration du premier projet. Voilà. Et sur le parcours initiatique, moi, je n'ai pas eu la chance de partir au Cameroun encore. J'espère que je l'aurai un jour.
Mais après, ce parcours initiatique, je l'ai vécu à travers les témoignages de mes amis qui sont partis au Cameroun et qui ont... de mon ami qui a créé l'association et qui a créé le partenariat, et d'autres personnes, de stagiaires que notre association a envoyé au Cameroun et qui nous ont fait des retours sur ce qui se passait là-bas. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et puis après, le parcours initiatique, il se fait quand on s'engage et quand on s'implique à différentes échelles. Et enfin, voilà, c'est une expérience qui se fait au fur et à mesure et qui, dans une position d'étudiant, est plutôt intéressante et complémentaire des études. Alors j'ai vu que Bernard Dumont agitait la main et vous souhaitiez intervenir. C'est pour savoir si vous pouvez rejoindre l'association APAGRI, mais le micro et ensuite la parole à Edith. Au contraire, parce que je prends du recul et je me demande, à partir des chiffres que nous avons entendus, 30, 40, 50 000 associations, un nombre de volontaires extraordinaire, et cela fonctionne depuis 30, 20, 30, 40, 50 ans. Je me demande quel est l'impact que cela a eu à la fois sur les relations internationales et sur ce qu'on appelle le développement des pays avec lesquels on agit de la sorte. Et c'est évidemment à la fois considérable et pas tout à fait epsilon. Oui, voilà, tout à fait. Et j'essaye de comparer ça avec... Parce qu'en fin de compte, il y a là des formations. André l'a dit, il y a un parcours initiatique pour le volontaire ou pour les acteurs des associations dont nous parlons, des IPSI. Mais il y a bien entendu une influence qui s'exerce sur les partenaires locaux et c'est une éducation. Bon. Alors quel est l'effet de cette éducation? Et je me demande, que pèse cette éducation, alors on va loin, par rapport aux formations officielles assurées par les coopérations étatiques, internationales, et à quel public elles s'adressent respectivement. Je pense qu'il y a là une réflexion qui permettrait d'éclairer certains des problèmes des pays en développement d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte que ce ne sont pas de micro-questions, mais de macro-questions. Donc on enregistre ces questions et on pourra y revenir au fil des 2 journées, si vous le voulez bien, et peut-être même à travers l'exercice auquel va se livrer Edith Ergon, un conseillère en prospective, que je ne présente plus.